Bonjour à tous, merci d'être tous présents pour cet après-midi autour du biomimétisme et de la filière nautique et navale. Vous précisez simplement en introduction que donc ça s'inscrit dans ce levier d'innovation auquel croit fermement la région Nouvelle-Aquitaine, qui est donc inscrit dans son schéma régional d'innovation depuis maintenant quelques années. On bénéficie du soutien en fait d'un centre d'expertise qui est le CEBIOS. Donc je laisserai Juliette animer cette rencontre. Et je remercie je vous remercie déjà tous d'être présents, si je n'ai pas encore déjà fait, et Atlantic Cluster, qui est donc notre cluster de la filière. Vous précisez aussi que ça fait partie des filières prioritaires qu'on s'est données pour les années à venir, de manière à essayer d'expérimenter, puisqu'on a beaucoup de compétences sur la région en termes de marins. On est content d'accueillir aussi des territoires aujourd'hui et essayer donc de prouver en fait en termes de R&D la performance que peut apporter le biomimétisme. Donc c'est un des leviers d'innovation. Ça couple évidemment le sujet du design. Et vous allez en fait, à travers les différentes interventions qui seront faites aujourd'hui, arriver à avoir un petit aperçu en fait des richesses du sujet. Il y a tout un temps qui est évidemment prévu pour pouvoir échanger. Certains de nos intervenants sont en visio. J'espère que la technique va suivre, mais normalement le programme est assez intéressant. Merci. Merci beaucoup Maïder et l'Atlantic Cluster pour l'organisation de l'événement. Donc comme Maïder l'a dit, moi je fais partie du CEBIOS, qui est un centre d'expertise en biomimétisme. Et donc juste avant de laisser la parole à nos intervenants du jour, je vais vous présenter en 2-3 mots ce qu'est le biomimétisme, pour qu'on ait tous bien en tête avant de commencer ce que signifie ce terme, qu'on entend de plus en plus, mais qui néanmoins n'est pas forcément très connu. Alors le biomimétisme, c'est une démarche qui s'appuie sur le vivant, qui est issu de 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Pourquoi est-ce qu'on parle de recherche et développement quand on parle du vivant ? Simplement un petit rappel de vos cours de biologie d'il y a quelques années. Au cours de l'évolution, ont eu lieu des mutations génétiques aléatoires qui ont donné à certains individus des caractéristiques qui étaient soit un avantage, soit un inconvénient. Quand ces caractéristiques étaient un avantage, les individus ont vécu plus longtemps et potentiellement se sont donc plus reproduits. Et donc ce caractère issu d'un hasard s'est plus diffusé dans les générations futures. Et c'est comme ça que petit à petit, le vivant aujourd'hui, c'est entre 2 et 20 millions d'espèces qui existent. Et c'est des espèces qui sont adaptées à certains milieux spécifiques et donc à certains jeux de contraintes spécifiques. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse quand on fait du biomimétisme, c'est quelles sont les contraintes auxquelles les organismes vivants répondent et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Donc ici, vous avez une représentation simplifiée de l'arbre de la vie, simplement pour vous illustrer en fait l'énorme diversité des organismes vivants et des systèmes biologiques associés qu'on trouve sur Terre. Donc vous avez une grande majorité de micro-organismes, on pense souvent aux plantes et aux animaux, mais il y a beaucoup de micro-organismes, de champignons également, et apparu tout récemment sur la droite, un mammifère particulier qui s'appelle Homo sapiens sapiens, mais qui est apparu finalement très tard dans l'évolution et qui n'est qu'une espèce parmi les espèces. Et donc c'est aussi ça le biomimétisme, c'est finalement se rappeler de notre petitesse par rapport à l'arbre de la vie. Au-delà des prouesses techniques d'adaptation auxquelles le vivant répond, ce qui est très intéressant dans le biomimétisme, c'est que le vivant existe depuis 3,8 milliards d'années. Et en fait, il opère dans un set de contraintes qui est compatible avec la durabilité. C'est-à-dire que quand on regarde les matériaux du vivant, par exemple, si on regarde leur composition chimique, on s'aperçoit que les matériaux sont composés d'éléments très simples. C'est du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, quelques traces de métaux type fer par exemple, quelques autres éléments
sous forme d'ions comme le calcium par exemple, mais c'est à peu près tout. On n'a vraiment que des éléments qui sont disponibles localement et en abondance. Et pourtant, on a une diversité de matériaux qui répondent à une multiplicité de contraintes. Et donc on peut se dire que c'est assez intéressant aujourd'hui, quand on cherche à améliorer la durabilité de nos matériaux, de s'intéresser aux matériaux du vivant. Idem dans le secteur de l'énergie, le vivant est branché à l'énergie solaire. Tous les matériaux qui sont produits sont biodégradables. Le vivant opère dans un milieu qui est l'eau, donc on n'a pas utilisation de solvants chimiques. Et donc finalement, vous voyez que dans plein de secteurs, on a une convergence entre les systèmes biologiques, la manière dont fonctionnent les systèmes biologiques et les cahiers des charges de la durabilité. Et donc aujourd'hui, on se dit que face à nos enjeux de transition, c'est intéressant d'aller regarder comment ces systèmes vivants fonctionnent. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire du biomimétisme? Comment on fait pour trouver des solutions dans le vivant? Un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de travailler sur la réplicabilité des processus d'innovation bio-inspirés et donc de travailler sur le développement de méthodes et d'outils. Historiquement, il y a deux grandes approches qui existent. Soit solution-based, qu'on appelle aussi biology push. Ça veut simplement dire que le point de départ, c'est une observation dans le monde biologique. Un exemple classique, c'est le velcro. Georges de Ménestrel a observé que les fleurs de bardane s'accrochaient aux poils des animaux de manière assez efficace et réversible. Et en observant la fleur de bardane, il a inventé le velcro, le scratch qu'on connaît bien aujourd'hui. La deuxième approche, et qui est l'approche qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui, elle s'appelle problem driven. Le point de départ, ce n'est pas une observation du monde biologique, mais c'est une problématique technique. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un problème à résoudre, un enjeu auquel il voudrait répondre, il va ensuite chercher des solutions dans le monde du vivant. Et c'est finalement ça aujourd'hui qu'on cherche de plus en plus à faire. En deux mots, puisque c'est la structure dont je fais partie, le CBio, c'est un centre d'expertise en biomimétisme et on a plusieurs typologies de missions. La première, la raison d'être principale finalement de notre existence, c'est de fédérer les parties prenantes du biomimétisme, donc en mettant en contact des académiques, des industriels, des collectivités, pour favoriser les retours d'expérience, les projets en commun, donc vraiment une partie animation de réseau. Ensuite, on développe des outils, des ressources. On travaille notamment sur les méthodologies dont je vous parlais tout à l'heure et on essaie de déployer un certain nombre d'outils associés pour faciliter le déploiement du biomimétisme et son appropriation par les différents secteurs. Et enfin, on innove aussi, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises qui souhaiteraient innover en s'inspirant du vivant à faire les premiers pas dans la démarche. Donc, une entreprise va venir nous voir pour répondre à une problématique technique. Nous, on va aller faire la fouille de la donnée biologique, c'est-à-dire qu'on va aller trouver des solutions pour répondre à des contraintes spécifiques dans le monde du vivant. Et on aura un exemple tout à l'heure par un des intervenants de quelle forme prend cet accompagnement. Voilà en quelques mots l'introduction sur le biomimétisme. Et maintenant, grâce à nos intervenants du jour, on va pouvoir avoir des retours d'expérience sur comment mettre en pratique le biomimétisme, quels sont les freins, quelles sont les opportunités liées à cette démarche, et finalement avoir un panel d'applications possibles de cette démarche. Et voilà, un retour d'expérience honnête de nos intervenants qui ont fait ce pari-là. Du coup, je vais appeler sur scène Pierre Gillepin, donc, qui est en visio, mais également Mathieu Robert de Madintech, Guillaume Machinet d'Alphanov, Pierre Williams de SICAM qui est en visio également, et Hervé Frouin de Blue Nav. Déjà, je vais expliquer le contexte de ma société. Donc c'est Madintech. On est éditeur logiciel et électronique. Et le contexte dans lequel on évolue, c'est essentiellement la course au large. Et donc, je me suis permis de mettre plein de belles photos, puisque on a comme une actualité avec le Vendée Globe et on est chez Tribord. Et c'est ma vie de tous les jours. Et donc aujourd'hui, ma société, aujourd'hui, j'ai la moitié des coureurs qui partent avec nos produits d'électronique.
Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a conçu ça et de quoi on s'est inspiré, enfin surtout la problématique qui est derrière. Je veux bien que tu passes à la slide. Donc nous, le cœur de nos clients, ils font des bateaux de course et il y a une grosse évolution qui date d'un peu plus d'une dizaine d'années sur les bateaux de course, c'est que les bateaux, ils volent. Alors, ils semi-volent, on met toujours des guillemets. C'est intéressant de parler de ça en intro parce que c'est des superbes machines hein, qui vont par exemple faire le tour du monde en consommant très peu d'énergie. Donc c'est des fabuleuses machines qui nous permettent d'innover, parce qu'on peut y faire beaucoup de choses, qu'on peut innover donc sur la partie coque, les appendices qui sont dessous qui permettent de voler. Et donc l'inspiration qui a permis de concevoir les feuilles qui permettent aux bateaux de déjauger, hein, c'est assez proche de ce qu'on peut voir dans la nature avec par exemple les poissons volants, qui est le plus proche. Alors notre problème, c'est que on n'a pas trouvé, alors, vous m'en direz plus, mais on n'a pas trouvé d'exemple dans la nature de choses qui sont à la frontière de deux fluides, donc l'eau et l'air, et qui utilisent ce mode de portance qui sont les foils. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être déployé demain sur des bateaux plus larges et plus communs et qui vont permettre des améliorations en termes d'énergie, parce qu'on limite énormément la traînée. Voilà. Il y a d'autres domaines comme les voiles où on a beaucoup changé et où on s'inspire aussi beaucoup sur les formes. Voilà. Alors moi, je ne vais pas vous parler de ça parce que effectivement, je ne suis pas architecte nautique. Et il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour raconter cette histoire-là. Donc je veux bien que tu changes de slide. Moi, mon métier, c'est de faire des pilotes automatiques. Un pilote automatique sur un bateau, et un bateau de course en particulier, là sur un Vendée Globe, et le pilote automatique qui va être utilisé 99% du temps. Et encore, je suis gentil. Hein. Donc le pilote automatique, qu'est-ce qu'il fait? Il règle la direction du bateau pour le diriger. Donc il donne un cap, voilà, et il essaye d'aller là où on lui dit. Donc c'est un bateau à voile, donc il dirige par rapport au vent, et c'est ça qu'il faut optimiser, c'est la direction par rapport au vent. Oui, je voulais faire ça au début, mais je ne l'ai pas fait. Là, la photo, c'est quand même important. C'est Johan Richaume, qui est un concurrent sérieux pour le prochain Vendée Globe. Et lui, il est dans sa capsule. C'est le seul qui a un habitat comme ça. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans cette capsule pendant les 70 jours qui vont venir à partir de dimanche. Et ce que vous voyez sous ses doigts et sa main gauche, c'est la commande de pilote automatique que vous va donner des instructions de direction. Donc mon métier, moi mon problème c'est ça, c'est de faire un pilote pour les navires. Et ma problématique aujourd'hui, et pourquoi François Gabard il est venu me voir il y a 10 ans, parce qu'il pensait qu'on pouvait améliorer les systèmes qui existaient. Alors déjà, c'est pas du biomimétisme qu'il a fallu faire, c'est de l'human-mimétisme. Il a fallu au moins faire aussi bien que les skippers. C'était quand même le sujet. Et donc il a fallu barrer aussi bien qu'un skipper. Donc voilà, 10 ans après, on peut dire qu'on a réussi à faire ça. On a réussi à mimer les comportements d'un skipper régatier en sortant de simples consignes, voilà, en utilisant d'autres actes de développement. J'en parle après. Hein. Ça, c'est juste pour expliquer le concept. Je crois que tu peux passer à la slide suivante. Alors nous, on a un problème. J'essaye de suivre un peu le process parce que nous, on a un problème à résoudre. On a un problème à résoudre, c'est que on est un peu comme un avion. Donc on est entre l'hydro et l'aéro. On a un mobile qui bouge dans tous les sens.
On a quelques actionneurs pour se diriger. Donc sur un avion, on a beaucoup de choses. On a des volets, on a un gouvernail. Voilà, sur un bateau, on a beaucoup moins de choses. Alors là, c'est le bateau de François Gabard, donc l'ultime. Lui, il a beaucoup de choses. Donc c'est un vrai sujet de recherche très sympathique, puisqu'on peut faire tout bouger comme sur un avion. Mais ce que je vais exprimer sur cette slide, c'est qu'on a une problématique avec multiparamètres. Aujourd'hui, c'est la difficulté. Ouais, je veux bien que tu changes de slide. Alors, ça c'est le bateau de Clarisse Kremer. Je vais exprimer la même chose, c'est qu'aujourd'hui, on instrumente les bateaux, on a beaucoup d'informations, de mouvements dans tous les sens, à haute fréquence. J'ai mis qu'on avait plus de 1000 points à 100 Hz, c'est énorme. Et avec ça, on doit piloter, faire voler un bateau. Donc, conserver une assiette de trajectoire enlacée et une assiette aussi latérale et longitudinale pour que le bateau continue à voler le plus longtemps. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Voilà, on gère la hauteur de vol, des choses comme ça. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Et oui, et tout ça avec une énergie qui est le vent. C'est pas négligeable, qu'il faut pouvoir capter et utiliser au mieux. Vas-y. Et donc, quand on conçoit un système, eh ben, on essaye de voir ce qu'il y a comme technologie à utiliser. Et donc là, ça concerne que le contrôle. En général, les pilotes automatiques, ils restent là-haut, c'est des PID, c'est des électroniques simples, c'est du contrôle d'erreur. Voilà, on a une erreur, et voilà, c'est ce qui est à peu près dans tous les appareils motorisés, qu'on croise tous les jours. Et donc, voilà, ce graphe, il est très important parce qu'il permet de voir que quand on doit choisir des technologies, il y en a toujours plusieurs. Il y a des choses qui viennent des mathématiques, il y a des choses qui viennent de la physique, il y a des choses qui viennent de l'informatique. Et il y a plusieurs inspirations. Et ce qui est difficile, c'est ça qui me paraissait intéressant avec la démarche aujourd'hui, c'est que il faut pouvoir trouver la solution qui va répondre aux besoins. Et en plus, ce qui est difficile, et c'est tout l'intérêt, je pense, d'associations et de rencontres comme ça, c'est de savoir de quoi s'inspirer. Alors moi, mon problème, par exemple, c'est que je suis entouré de matheux et de physiciens, et donc ils vont plutôt me parler de la partie droite du problème. Et ils vont parler aux informaticiens, ils vont me parler plutôt de la gauche. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Et puis, il y a des choses qui sont un peu inspirées. Donc le FODSI, c'est la logique floue. C'est une technique de programmation, plus. Toute la partie l'âge infini et les modèles prédictifs, c'est vraiment des modèles statistiques et mathématiques qui sont très efficients pour faire du contrôle. Et puis il y a la partie machine learning, intelligence artificielle, où effectivement, là, on commence à avoir des choses d'inspiration de biomimétisme. Donc les réseaux de neurones, mais j'oublie pas qu'il y a quand même on n'en parle plus, mais il y a quand même les algorithmes génétiques qui étaient très à la mode à un moment. Et alors, ils sont moins parce qu'ils sont moins performants. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt venu vous parler des réseaux de neurones, puisque c'est ça qu'on utilise plus simplement dans nos systèmes, que c'est quand même des outils qui sont en vrai à la portée de tous aujourd'hui. Mais effectivement, ça dépend qui on a dans son équipe et quel problème on a à résoudre. Parce que moi, je ne vais pas vous faire de détails, mais sur notre système, il y a plusieurs niveaux. On est quand même obligé de faire des modèles prédictifs quand même sur les parties basses. Et donc, c'est plutôt sur le haut niveau, sur les consignes de haut niveau qu'on a utilisé des algorithmes, des réseaux de neurones. Juste parce que j'en parle pas trop après, mais il y a deux branches sur les réseaux de neurones. Après, il y a le deep learning qui est une version full power des réseaux de neurones qui sont arrivés dans les années 80. Et il y a l'apprentissage par renforcement
qui est une des versions qui est la plus intéressante pour le problème qui m'importe moi. Voilà, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc, c'est de la pure inspiration, implémentation de processus qui est inspiré du vivant, donc les réseaux de neurones. Aujourd'hui, ça reste de l'inspiration, c'est pas du 1 pour 1, et le problème que ça va résoudre aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de ça avant, c'est qu'on a un problème complexe, multiparamètres, et ce que nous permet les réseaux de neurones aujourd'hui, c'est on a une combinatoire qui est importante dans notre problème à nous initial, qu'on n'était pas en mesure de résoudre avec les algorithmes ou avec des machines ultra puissantes. Et c'est ce que nous permet aujourd'hui le deep learning, avec des ressources machines assez raisonnables. On arrive à résoudre des problèmes complexes. Donc l'intérêt, c'est effectivement d'avoir des systèmes multiparamètres et sur lesquels on va pouvoir inférer et trouver des solutions, des sorties intéressantes. Je le dis maintenant parce qu'après je vais peut-être l'oublier. Il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps, c'est les prix Nobel, les prix Nobel de physique et de chimie qui ont été délivrés à des chercheurs de DeepMind et pour leurs travaux sur les réseaux de neurones. Et justement pour leur implémentation un petit peu plus poussée que celle qu'on utilise classiquement, ils ont rajouté des niveaux d'énergie dedans en s'inspirant justement de systèmes physiques. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est de loin pas mes compétences. Voilà. Moi, je suis un utilisateur, un intégrateur des solutions. Donc après, je vais vous expliquer quelques résolutions, quelques applicatifs qu'on a utilisés, où on utilise intensément les réseaux de neurones. Donc là, c'est vraiment l'exemple assez basique. En bateau, nous, on essaye de faire aller vite un bateau en fonction de la vitesse du vent et de sa direction. C'est pas très compliqué, on a 2 axes. Sauf qu'on s'aperçoit, et ça c'était pour ça qu'il y a une introduction de ce mode-là, c'est qu'on a plein d'autres axes qui concernent autrement le vent, donc la hauteur de vol du bateau, son angle, sa gîte, son enfournement et tous les mouvements. Et en fait, pour améliorer les performances, il nous fallait ajouter des axes. Et donc, au lieu d'avoir des polaires simples comme on a sur la gauche, on a fait du traitement multiparamètres pour aboutir à des guidelines, on va dire ça, comme ça, qui nous permettent d'avoir les zones de performance multi-axes. Ouais, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je peux, mais voilà. Ça, c'est une autre forme d'utilisation assez simple. Alors là, les 2 exemples dont je parle, c'est de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on va dire à la machine, on part d'un modèle, on va entraîner, on a les données, soit simulateur, soit des données réelles qu'on a enregistrées à bord du bateau. Et on va l'entraîner, on va superviser, ça veut dire qu'on va lui dire si c'est bien ou c'est pas bien. Ça, c'est le plus classique de l'utilisation de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones. On lui dit c'est bien, c'est pas bien, et au fur et à mesure, il apprend. Voilà. Et donc là, l'exemple, il est intéressant, c'est que on travaille avec les architectes qui ont des modèles du bateau. Ils ont participé à la construction du bateau, ils ont une modélisation. On a aussi enregistré beaucoup de données. Et on a fait tourner ça on a entraîné nos modèles. Et après, ça nous permet en temps réel de brancher des capteurs et de nous donner les charges sur les différents appendices du bateau. Donc les feuilles, par exemple, nous, c'est une donnée très importante de savoir s'ils sont appuyés ou s'ils ne sont pas appuyés. Et ça, on n'a pas de capteur fiable, on n'a que des capteurs de déformation, mais la transcription en charge
ben, on peut le faire à partir de modélisation. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent faire ça très bien, mais souvent on a beaucoup d'erreurs. Donc là, pour avoir ces informations, on a inféré ça avec des modèles qu'on a entraînés. Donc, fibre optique, c'est ce qui, sur les bateaux, permet de récupérer les déformations sur les feuilles ou sur le mât ou sur les coques. Donc on sait si le bateau il est sous charge ou pas. Mais on sait que la déformation, on ne sait pas la charge. Voilà. Enfin, la résultante, quoi. Donc ça, c'est du live. Parce que le travail d'avant, c'était pas du live. Et donc le truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est la slide suivante, enfin que je travaille depuis longtemps. Vas-y, tu peux y aller. Alors je l'ai illustré par une photo parce que j'avais besoin d'une illustration. Aujourd'hui, ça c'est aussi inspiré du vivant, mais j'ai pas trouvé. C'est la façon où tout le vivant apprend. C'est par échec et erreur, et on recommence, on réentraîne le modèle. C'est ça, c'est purement ce que j'ai besoin, moi. C'est de, voilà, est-ce que c'est mieux? Donc je mets une note, on réentraîne, et en boucle, voilà. Et ça, c'est l'apprentissage par renforcement, et ça, c'est de l'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à la machine si c'est bien ou pas bien. On lui a trouvé une autre métrique, moi, ma métrique, c'est que ça aille le plus vite possible. Mais par contre, je ne sais pas comment. Alors que les méthodes d'avant, on lui disait comment. On lui disait ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Là, moi, ma métrique, mon reward, qui est remis en boucle en haut, là, qui repasse dans le training, dans l'agent, là, il permet d'améliorer le système en live aussi. Et ça, et pourquoi j'ai mis cette image de volant, donc, qui est à bord du trimaran Coesio, qui est normalement basé à La Rochelle, mais qu'on ne voit jamais. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a fait, de mimer l'humain, de passer d'autres axes grâce aux algos dont j'ai parlé. On pilote mieux que l'humain dans 90% des cas. C'est pour ça que sur Vendée Globe, ils ne s'emmerdent plus à barrer, hein, en vrai. Parce que le pilote le fait mieux qu'eux. Et puis, aussi, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est que notre pilote, qui était quand même quelque chose de haut de gamme, on peut le porter sur la plaisance, puisqu'il va s'adapter sur un bateau de plaisance et faire un très bon pilotage pour un utilisateur pas expérimenté. Voilà. On va apporter un copilote de haut niveau, même pour un plaisancier, qui va lui permettre de sécuriser ses navigations. Et donc là, ce que je veux finir de faire, c'est 10% où l'humain il reste meilleur, parce qu'on n'arrive pas encore à y arriver. Donc c'est de réinjecter la qualité de ce que fait le barreur grâce à un volant, puisqu'on écoute ce qu'il fait. Alors, le volant fait plein d'autres choses, mais c'est pas le sujet ici. Mais voilà, de réapprendre en réinjectant dans la machine. Voilà. Voilà, et je crois que c'est une dernière slide. Voilà, j'ai mis Maître Coq pour faire plaisir à tribord et au Rochelet. Aujourd'hui, vous l'avez compris, j'ai un problème qui est relativement simple et à la fois compliqué, et que j'ai que les compétences de ma société, et voilà. Donc moi, je suis à l'écoute de propositions qui pourraient nous permettre de nous améliorer. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Donc on est dans l'inspiration du skipper, mais voilà, on est bien dans du biomimétisme, puisque le skipper, jusqu'à preuve du contraire, fait bien partie du monde biologique. Donc voilà, super. Merci beaucoup pour cet exemple, donc qui s'inspire voilà, des analogies entre mécanismes d'apprentissage et réseaux de neurones. Et donc on a voilà, un bel exemple de mise en application de ces technos. On reste dans le secteur du nautisme, cette fois-ci avec Hervé.
de Blue Nav. Hop, et normalement, c'est bon. Merci. Alors, je vais parler de quelque chose de beaucoup moins techno, mais quand même appliqué. C'est Parlez peut-être un tout petit peu plus près du micro, pas de souci. Donc, c'est le métier de Blue Nav et ce que nous, on tire de l'observation de la nature et les progrès qu'on essaye de faire grâce à la nature. Pardon. Quand je tourne mon slide, ça ne tourne pas le sien, donc c'est pas très pratique. Vas-y, tu peux tourner encore un écran, s'il te plaît. Et je fais pareil. Donc, ainsi que Juliette l'a introduit tout à l'heure, pour nous, le biomimétisme est issu de notre éducation, de nos fondamentaux, qui sont l'observation. Pour moi, la R&D, ça passe par la curiosité. Les chercheurs de toute la planète, j'espère, ont avant tout une curiosité pour ce que font les autres, en particulier, et ce que fait la nature pour notre cas d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, le biomimétisme, ça consiste à s'inspirer des modèles naturels pour progresser et concevoir des solutions innovantes, souvent parce qu'on ne sait pas comment avancer et qu'on se dit qu'il y a une mine d'or de solutions dans la nature qu'on ne sait tout simplement pas bien regarder. Évidemment, il y a une chose que tout le monde connaît, tout le monde a vu sur les Boeing ou sur les, je ne sais pas quelle marque d'avion, les winglets, là, les petits bouts d'ailes, qui sont une application qui est très très connue de biomimétisme, puisque c'est vraiment de l'inspiration directe de ce qui se passe au bout des ailes des oiseaux, où les avionneurs se sont inspirés de ces petites plumes qu'il y a au bout des ailes pour aller faire des modifications sur la forme de leurs ailes d'avion. Mais l'avion fondamental est lui-même une copie de ce que font les oiseaux, évidemment. Et pour faire un lien à notre milieu et avec ce que disait Madame Tech tout à l'heure, le poisson volant a cette double caractéristique de naviguer dans deux environnements fluides. Et donc, il est une très jolie source d'inspiration. Et dans notre domaine en particulier, la partie nageoire et la partie aile, pour ce qui concerne le côté vol, est très 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 intéressante parce que tous ces animaux ont appris à faire des contrôles sur ces appendices que nous, globalement, on sait très très peu faire. Vous savez bien que les avions déforment quasiment pas leurs ailes en vol. Les foils dont parlait tout à l'heure Madame Tech, c'est pareil, ce sont quasiment des formes fixes, alors que dans la nature, il y a des formes qui sont pilotées. C'est extraordinaire, on a encore beaucoup de chemin à faire et c'est super. Les principes fondamentaux de propulsion d'un bateau sont basiques. Il y a une poussée vers l'avant qui fait reculer le bateau, une poussée vers l'arrière qui fait avancer le bateau, et bien sûr des poussées vers le haut et vers le bas qui lui permettent de flotter. Si on arrive à diminuer les forces vers l'avant qui freinent le bateau et augmenter les forces vers l'arrière qui le poussent, et évidemment le bateau se déplace mieux. Un certain nombre de sociétés travaillent dans ce domaine, si tu veux bien tourner, et cherchent des sources d'inspiration sur faire évoluer la propulsion au travers de moyens divers et variés. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça tout à l'heure. Le système de propulsion des bateaux à moteur, je ne parle pas du vent, les systèmes de propulsion des bateaux à moteur, c'est une énorme majorité, c'est une hélice qui tourne. Une hélice parce qu'on a un moteur et le moteur part d'un mouvement rotatif. Et donc on transforme ce mouvement rotatif du moteur en poussée au travers d'une hélice. Mais néanmoins, un certain nombre d'autres pistes sont explorées. Et comme vous le savez comme moi, dans la nature, on ne trouve pas de choses qui tournent, ou quasiment pas. Je ne sais même pas si ça existe tout court d'ailleurs, à part peut-être les colibris. Le mouvement d'origine n'étant pas rotatif, les mouvements des systèmes propulsifs ne sont pas non plus rotatifs. Donc là, par exemple, on a les nageoires de Phoenix, il y a ADV, il y a quelqu'un de chez ADV qui est là, qui a un autre système, il y a ces deux personnes au premier rang de l'Université de Poitiers qui ont encore un autre système, des gens qui recherchent des solutions plus proches de la nature pour propulser les bateaux, il y en a. Nous, on est une société qui a des ambitions industrielles et de diffusion mondiale. Et donc, on a cherché à ne pas s'éloigner trop, à ne pas être trop pionnier. On a voulu faire des choses qui nous permettent d'innover, d'avancer, de progresser, sans pour autant être trop loin de ce que les gens connaissent pour ne pas
les inquiéter. La rupture technologique est toujours perçue comme un risque et la propulsion dans un bateau, c'est une fonction essentielle. Donc prendre un risque sur sa fonction essentielle, c'est pas facile. Donc on a cherché à faire plus proche de ce que les gens connaissaient. Vas-y. Alors là, si tu cliques sur un bouton qui est sous, tu te mets sous les moteurs en bas. Ah ben non, tu as un PDF. Pas de chance. Sur un PDF, ça ne marche pas. Bon, eh ben alors, je vous explique. Ce moteur que vous voyez à droite, là, c'est un moteur de chez nous. Donc moi, sur mon écran, moi, il bouge. C'est un moteur qui vient se rajouter sur un bateau thermique, donc avec des moteurs hors bord ou une hélice en dessous, ou quel que soit son système de propulsion. Donc on vient rajouter un ou deux de nos moteurs sur un bateau. Et quand on veut naviguer à l'électrique, on appuie sur un bouton. La turbine que vous voyez dépasser un peu en bas va descendre sous l'eau. Elle va se mettre en rotation parce que c'est une turbine qui est un moteur en soi. C'est un moteur complet avec sur la partie extérieure de la turbine tous les aimants, les électro-aimants, un roulement, et puis qui entraîne une hélice sans moyeu en rotation et on fait avancer le bateau. C'est une hélice un peu particulière parce que c'est une hélice sans moyeu, donc dont la partie large est fixée au rotor lui-même. On appelle ça un moteur jante dans le monde de la voiture. C'est une technologie qui est pas très développée, mais qui existe quand même, dont nous ne sommes pas les inventeurs. C'est Rolls-Royce qui a inventé ça, je pense, il y a 30 ans ou 40 ans. Et donc nos turbines permettent d'entraîner le bateau, et elles sont giratoires et elles tournent à 360 degrés, donc elles permettent de pousser le bateau dans toutes les directions. Et puis quand le propriétaire veut repartir avec son moteur thermique, il appuie sur un bouton, les turbines rentrent et il repart avec son bateau comme quand il est arrivé. Vous avez raté toutes mes slides de dynamique, c'est dommage. Donc vous voyez notre turbine là-haut. On s'aperçoit qu'on a donc... pardon, je bouge ma souris, ça ne marche pas. On s'aperçoit qu'on a donc un carter, une tuyère qui est à l'intérieur de laquelle tourne quelque chose qui ressemble à une hélice malgré tout, qui est composée de pales qui sont en rotation. On a voulu améliorer ces pales et globalement, on a buté sur un problème, c'est qu'il existe sur le marché un certain nombre de logiciels de simulation. Bien sûr, on conçoit avec des logiciels de conception 3D, mais après ça, on utilise des logiciels de simulation, comme tout le monde, pour calculer les efforts, calculer la résistance des matériaux, etc. Et en ce qui concerne la modélisation de la poussée, rien ne pouvait correspondre à nos besoins. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a des moteurs InDrive, donc des moteurs jantes, et d'autre part parce que les systèmes de simulation d'hélices sont tous faits pour des hélices avec un moyeu central et des pales lisses, et qu'on a cherché des pistes autres, et on s'est inspiré des baleines et on a voulu explorer d'abord à coup de prototypes, mais une fois qu'on a fait 4, 5, 6 prototypes, les prototypes vous disent c'est prometteur, mais ça vous donne pas, ça vous fait pas de l'optimisation. Donc on a voulu s'inspirer des baleines en mettant quelque chose qui s'appelle des tubercules à l'avant de nos tuyères et des striations le long de nos pales pour essayer de contrôler mieux les flux d'eau. Parce qu'on s'apercevait qu'on avait des mouvements de flux d'eau et on décelait des pertes sur les mouvements des flux d'eau. On tourne s'il te plaît. Et donc, on a dû développer un outil. Malheureusement, encore une fois, vous n'allez pas avoir la démonstration. Donc, on a conçu un outil qui permet, à partir de paramètres mathématiques, puisque, comme le disait tout à l'heure mon voisin de Madintech, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Mathieu. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, les mathématiciens et les physiciens ont une grande importance dans la conception. Et donc les mathématiciens ou nos mathématiciens nous disaient il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Mais à chaque fois, ça entraînait sur l'idée d'un mathématicien et ses petits calculs à lui, une conception mécanique qui devait s'enchaîner sur une conception de prototype, dont on faisait des mesures de performance avant de pouvoir revenir aux mathématiciens en lui disant on a obtenu tel ou tel résultat, est-ce qu'on pourrait accentuer un peu? Et hop, on était reparti pour une boucle de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse mieux que ça. Et donc on a conçu un outil qui permet, à partir de données chiffrées du mathématicien, de faire la conception de la pièce au sens mécanique, puis d'enchaîner sur la simulation
Et donc maintenant, en un peu moins de 24 heures, avec quelques machines qui moulinent, on va des chiffres du mathématicien à un résultat de simulation. Donc ça nous permet d'avoir une infinité non, parce que l'outil qu'on a fait n'a pas des pouvoirs illimités, mais on continue à l'améliorer pour augmenter son potentiel. Et donc on a conçu un système qui permet, à partir de chiffres, d'aller jusqu'à des simulations qui derrière peuvent éventuellement donner lieu à des prototypes. Et tout ça sur des formes qui sont des formes inspirées de la nature et non plus des formes lisses à l'humaine, telles que fait l'humain naturellement. Attends, avant de tourner, en fait c'est ça le message que je donne aujourd'hui, c'est que faire du biomimétisme, c'est évidemment une source d'inspiration sans fin, mais c'est éminemment compliqué parce que aujourd'hui, enfin pour moi en tout cas chez nous, on ne sait plus travailler sans numérisation et imiter la nature en la numérisant, eh ben, on a encore quelques dizaines d'années à faire avant d'en être capable. Visiblement, Mathieu, dans sa structure, ils ont beaucoup avancé sur imiter l'humain. Moi, j'ai toujours espoir que l'humain sera meilleur que sa machine, mais bon, j'ai confiance à terme sur le fait qu'on dépassera sa machine. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme disait tout à l'heure Juliette, la nature a mis des milliards d'années à arriver là, et nous, on ne va pas y arriver en 10 ans, quoi. Donc, je pense qu'il faut absolument avoir conscience que le biomimétisme passe par une numérisation, une modélisation qui est très compliquée aussi. Vas-y. Mais par contre, ça a un intérêt gigantesque. Comme le disait Juliette tout à l'heure, la nature a mis un temps fou à arriver là et on s'aperçoit qu'elle a eu raison sur des tas de points autres que ceux qu'on avait anticipés. Quand on a fait nos hélices, on cherchait avant tout des performances en termes de poussée et de limitation de traînée, et on s'est aperçu qu'on avait de la réduction d'impact sonore sous-marin qui était une conséquence favorable dans l'univers de la sustainability qui n'était pas attendue, mais n'empêche que ce qu'ont fait les baleines, c'est mieux que ce qu'on avait imaginé, y compris sur l'aspect sonore qui n'était pas recherché. Voilà à quoi ça ressemble nos hélices d'un peu plus près. Vous voyez ceux qui ont déjà vu des hélices de près, c'est des formes de pales qui sont très différentes de ce qu'on voit sur des hélices de hors-bord ou de bateaux classiques. Et on est content des résultats parce qu'en sens performance, c'est vraiment bien. Et pour répondre à la discussion qu'on avait tout à l'heure avec deux personnes, on a un retour sur investissement direct pour l'utilisateur parce qu'il a un gain énergétique qui est très très favorable. Et ça ne nous coûte pas plus cher de produire des pales comme ça que ça nous coûterait de produire des pales, ou quasiment pas plus cher que ça nous coûterait de produire des pales classiques. Voilà. Oui, on peut faire une première vague de questions. Oui, j'avais juste une question. Les propulseurs d'étrave sont souvent très bruyants et c'est vraiment horrible. Est-ce que ce système-là peut faire propulseur d'étrave, parce que ça a l'air de tourner sur place, et avec très peu de bruit, ça serait génial. Je vois, il y a des très beaux bateaux qui ont des propulseurs d'étrave et c'est complètement détruit quand on entend leur qualité est détruite. Voilà. La réponse c'est oui, évidemment, c'est possible. La question c'est est-ce que la valeur ajoutée est suffisante pour que l'utilisateur dépense plus que ce qu'il dépense actuellement pour son propulseur d'étrave. Les raisons pour lesquelles les propulseurs d'étrave aujourd'hui font du bruit sont parce que c'est vraiment très basique. C'est un renvoi d'angle de base extrêmement... c'est trop simple. Donc ça fait beaucoup de bruit parce que c'est pas pensé pour être optimisé au sens performance, c'est pensé pour être le moins cher possible. D'autres questions ? Une question pour Madintech peut-être ? Au sens bruit, on est proche de zéro. C'est-à-dire que quand on navigue, on n'y est pas encore tout à fait, mais on est proche de zéro. Pour les gens qui font de la voile, on a ce même sentiment de magie de se déplacer sans bruit. On aura plus de temps à la fin pour
pour continuer les échanges, c'était si jamais il y avait des questions brûlantes en attendant. Donc s'inspirer du vivant, c'est bien. Parfois, on trouve des très bonnes idées dans ce qu'on observe dans la nature. Encore faut-il être capable de reproduire ce qu'on observe. Donc on a vu certains freins auxquels vous avez été confrontés. Au niveau matériaux, il y a des freins également. Et donc pour ça, c'est intéressant de s'appuyer sur des centres techniques, notamment qui ont cette habitude d'aller reproduire certaines structures spécifiques. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alphanov avec nous, avec vous, Guillaume, pour nous présenter du coup ce que vous faites en lien avec l'inspiration du vivant. Merci Juliette. Donc avant tout, est-ce que vous connaissez un tout petit peu les technologies laser ? Donc s'il y en a dans l'audience qui ont déjà connu les lasers, qui lèvent la main, ça me rassure beaucoup. Donc ça va me permettre un petit peu d'adapter le discours et d'insister un tout petit peu plus sur des cas d'usage qu'en fait vous connaissez tous dans la vie de tous les jours, mais vous n'en avez pas conscience. Et on descendra un tout petit peu plus après dans l'exposé, dans des applications d'usage justement liées au biomimétisme. Donc tu peux peut-être passer juste et attaquer les animations, les toutes petites qui... Ouais, encore un coup, parce que comme il y a des petites animations, ça évitera à chaque fois. Hop là, parfait. Donc nous déjà, Alphanov, qui on est et ce qu'on fait. Donc est-ce que vous connaissez un tout petit peu l'histoire rapidement du laser mégajoule ? Je pense pas du tout. Ah, merci, je me sens moins seul. Donc effectivement, depuis les années 96, sous l'égide de Jacques Chirac, en fait, on a stoppé les essais nucléaires. Donc en région Nouvelle-Aquitaine, on a l'un des plus grands instruments au monde, qui est le laser mégajoule, dont l'objectif est de reproduire les expériences de fusion en utilisant les technologies laser pour éviter d'utiliser des armes nucléaires. Donc tous les codes de simulation aujourd'hui se font essentiellement en utilisant les technologies laser, où on arrive à reproduire des expériences de fusion. Donc ça se passe au Barp, donc au sud de Bordeaux. Et depuis plus de 20 ans, notre président de région, Alain Rousset, qui est très technophile, investit beaucoup dans la filière photonique et a créé un petit peu toute cette route qui s'appelle la route des lasers, qui va du Barp jusqu'à Bordeaux. Donc maintenant, il y a aussi, avec l'extension des régions, qui s'étend aussi en région Limousine. On est vraiment une région, un terreau très très fertile sur tout ce qui est innovation autour de la photonique. Donc photonique, c'est aussi l'éclairage, c'est de la photonique et des technologies laser. Donc aujourd'hui, nous, on a 17 ans d'existence. Donc à nouveau, on est un centre technologique, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre les laboratoires de recherche et l'industrie. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'échelle TRL, qu'on me dépose beaucoup dans beaucoup de projets, donc l'échelle de maturité technologique, on se situe sur l'échelle de 3 à 7. Donc 1 à 3, c'est les laboratoires académiques. Et 7 à 9, c'est les industriels. Donc nous, on est vraiment là pour accélérer l'innovation et l'apporter le plus rapidement possible au marché. On est 120 aujourd'hui, j'ai 120 collègues et on est impliqué dans beaucoup de projets. Donc on a un ressourcement régional. Donc, je peux le dire aussi, sans ça, on ne pourrait pas non plus exister, ou il faudrait changer notre modèle économique. Donc on a à peu près une dotation aux alentours de 30%, et après on va chercher beaucoup de projets. Donc que ce soit des projets régionaux, projets nationaux, BPI, ANR, comme c'est dans notre écosystème proche, et ensuite des projets européens. Donc on a une structure aussi européenne avec, on est adossé au pôle de compétitivité Alpha RLH, pour ceux qui le connaissent, où on va vraiment chercher. Donc si aussi vous avez besoin de projets et que cette innovation-là que je vais vous présenter peut répondre à vos attentes, eh bien on sera là le premier à vous accompagner dans la démarche de recherche de financement européen. Au niveau d'Alphanov, donc on a 2 sites, un site basé à Bordeaux, Talence, et un site à Limoges, et on adresse essentiellement 4 marchés applicatifs. Donc moi je suis responsable partenariat et innovation, donc je m'occupe d'animer vraiment tout le volet applicatif des technologies laser, donc que ce soit le marché le plus connu, aéronautique, spatiale défense. Vous en avez entendu parler pour les JO, l'arme laser. Donc on avait le LMAP, la fameuse SILAS, pour aller détruire les drones. C'est des technologies laser. On parle aussi beaucoup de communication spatiale. Donc aujourd'hui, tout ça se fait par l'utilisation de technologies laser. On œuvre aussi beaucoup dans des projets de la santé. Typiquement, aujourd'hui, on est en train de développer un robot de découpe chirurgicale pour la chirurgie du maxillofacial, parce que grâce aux technologies laser, on arrive à faire des découpes très très précises. Donc, qui saurait me dire, par exemple, quelle est l'épaisseur d'un cheveu ? Vu on a fait beaucoup de méso, de millimétrique, de métrique, on a parlé de voile, quelle est l'épaisseur d'un cheveu, par exemple ?
déjà bien au niveau de l'unité micrométrique, on est plutôt sur la centaine de microns en moyenne. Et effectivement, par contre, bonne réponse, un faisceau laser, on arrive à le focaliser sur un échantillon de l'ordre de la dizaine de microns. C'est-à-dire qu'on va vraiment, nous, on ne va pas faire du biomimétisme à l'échelle de représentation d'un oiseau ou autre, on va plutôt essayer de reproduire le vivant, mais à l'échelle micrométrique. Donc ça, c'est aussi au niveau de tout ce qui est usine du futur, vous avez tous un smartphone dans vos poches. Le smartphone, déjà, il faut arriver à découper les vitres. On veut que les vitres soient solides, mais il faut aussi arriver à les découper. Donc toutes les vitres que vous avez, les Gloria Glass, etc., sont découpées notamment au laser. Je pense que je dois être l'un des plus jeunes aussi là. Vous avez tous connu les premiers écrans plats. Les écrans plats, à chaque fois, ou même les premières consoles de jeu, vous achetez la console, vous avez le pixel blanc qui arrivait. Mince, on a déjà quelque chose de neuf et au final, il est déjà altéré. Aujourd'hui, vous achetez vos téléviseurs, en fait, il y a déjà des pixels qui sont morts dedans. Sauf qu'au lieu d'avoir le petit point blanc, on vient noircir. Et on vient noircir ça au laser. Donc en fonction des technologies, on arrive à faire des choses, de l'interaction laser-matière à l'échelle micrométrique. Et aujourd'hui aussi, on fait beaucoup d'applications sur le thème d'aujourd'hui au niveau du développement durable. Donc développement durable, ça peut être utiliser les technologies laser, par exemple, pour faire du désherbage. Donc réduire les produits phytochimiques ou le désherbage manuel, on va utiliser les technologies laser, par exemple, pour désherber. On utilise ça au niveau développement durable pour tout ce qui est amélioration des performances énergétiques sur les batteries lithium-ion, par exemple. Donc dans une batterie lithium-ion que vous avez dans toutes les voitures d'aujourd'hui, il y a énormément de procédés laser sur les soudures, sur les découpes, sur les rectifications de pistes. Voilà. Tout ça utilise des technologies laser. Et dans le développement durable, on va voir ce qu'on est en capacité de réaliser grâce aux technologies laser. Tu peux peut-être passer à la slide suivante. Donc on a 4 départements, un département laser dans lequel moi je travaillais par le passé, et le département historique d'Alphanov, en fait, c'est le procédé laser. Donc le procédé laser, comment on opère? En général, on ne vient pas nous voir quand on sait déjà le faire dans l'industrie, on vient là pour nous voir, pour voir s'il y a des preuves de faisabilité et voir en quoi la technologie laser pourrait résoudre certaines problématiques. Donc en général, on va faire des petites démonstrations de principe. Donc ce que vous avez sur la gauche, à peu près une dizaine d'années, où les technologies laser, elles étaient un petit peu limitantes en termes de puissance moyenne. Les technologies qu'on utilise là, je regarde le nombre de personnes qui ont des lunettes, c'est exactement les mêmes lasers qu'on utilise à l'hôpital pour la chirurgie réfractive des yeux. Donc quand vous faites attaquer à la cornée, à ce qu'on appelle le LASIK, pour ceux qui sont fait opérer, on utilise des lasers à impulsion très très brève, qu'on utilise dans les expériences que je vous montre là. Sur la photo en bas à gauche, par exemple, c'est un flacon de parfum. Donc on arrive à faire de la texturation, pas de surface, mais intravolume. C'est-à-dire que là, vous avez un effet d'irisation, c'est pour tout ce qui est contrefaçon, où on arrive vraiment à marquer, identifier correctement le flacon de parfum. On peut arriver à faire des choses, des traitements anti-reflets. Sur la photo au centre, vous avez une optique avec un petit reflet et avec la forme d'une goutte d'eau sur la surface. Tu montes la souris en plein milieu, je pense que vous le voyez sous l'allumette. En fait, on a fait une structure, on a fait un traitement anti-reflet sans dépôt de couche mince. Donc en général, tout ce que vous avez, les traitements anti-reflets sur les lunettes pour l'anti-bleu ou le jaune, etc., on va déposer des couches minces. Là, on le fait directement, on vient piéger la lumière par une interaction avec le laser sur la surface. Pareil, la petite allumette qui n'a pas brûlé, on le fait grâce à ces lasers-là. Il y a écrit Alphanov sur le bleu, c'est très petit, mais on n'a pas initié le feu de l'allumette. Et des applications qu'on va voir par la suite, ce que vous avez à droite, Alphanov, en fait, c'est une pièce métallique, donc c'est de l'inox ou de l'aluminium tel que vous pouvez en acheter chez n'importe qui. Et quand on interagit avec un laser, on est capable de faire de la microstructuration de surface. Et ce que vous avez, par exemple, l'effet d'irisation sur toute la surface, c'est un effet, on le verra plus en détail tout à l'heure, antibactérien. Donc on vient arriver à apporter une certaine rugosité de surface qui correspond à celle du vivant, et on a un effet antibactérien. Et au centre, le noir intense que vous avez, c'est pareil, on n'a pas fait de peinture, on n'a pas fait d'anodisation, donc c'est sans attaque chimique, c'est vraiment des puits de lumière qu'on a fait directement en interaction laser-matière. Et notre métier, c'est de faire ces démonstrations de principe-là et d'accompagner les industriels, donc tels que vous êtes là aussi aujourd'hui, à faire les upscaling et à faire augmenter la productivité
Donc vérifier comment on fait en sorte que ce qu'on a mis, par exemple, 1 heure à réaliser sur un petit échantillon, on a en capacité de le développer en quelques minutes et que ce soit compatible avec des cadences industrielles. Donc sur la droite, vous avez typiquement des équipements qu'on a chez nous, soit des robots que vous voyez à droite, un robot qu'on peut retrouver dans les vidéos que vous voyez tous sur de l'industrie de découpe, l'industrie automobile. Donc là, c'est des choses où j'essaie de rebondir sur les cas d'usage qu'on a eu tout à l'heure. Ça, on est en train d'essayer de développer des projets nationaux européens pour texturer les ailes d'avion. Donc c'est pour réduire les effets de traînée et également faire du biomagnétisme, les images qu'on verra tout à l'heure, pour éviter de se faire asperger de glycol quand vous allez faire un voyage Paris-San Francisco, par exemple, en décembre. En général, vous arrêtez 20 minutes au quai et on vous asperge de glycol pour éviter que les ailes d'avion gèlent. Donc ça, on peut éviter d'avoir du givre sur les ailes en venant texturer les ailes d'avion. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on travaille. Le robot que vous avez à droite, c'est le robot dont je parlais tout à l'heure. C'est le robot de découpe chirurgicale. Donc on va faire ça l'an prochain. Donc c'est un projet régional. On va faire ça avec le CHU de Bordeaux sur la chirurgie du maxillofacial. Et en haut, vous le voyez, c'est des cadences de production de texturation de surface pour des surfaces antibactériennes, pour des cuves notamment de produits laitiers. Donc l'idée, c'est d'éviter, pareil, d'utiliser de la chimie. La chimie, ça peut être utile, mais aujourd'hui, on est dans la préservation de l'eau. Donc on s'inscrit tout à fait dans les feuilles de route Néoterra et Néoterra 2 de la région Nouvelle-Aquitaine, à trouver des procédés sans chimie et qui préservent l'eau. Peut-être passer à la slide suivante. Ça va arriver. Parfait. Donc là, je ne vais pas essayer de me rappeler de toutes les structures, mais en tout cas, vous voyez ici certains animaux, certaines espèces biologiques, et quand on utilise un microscope, donc on n'utilise pas juste la forme extérieure, on va vraiment utiliser le microscope, et vous voyez certains motifs qui se répètent parfaitement. L'une des plus connues, c'est au centre, c'est notamment la feuille de lotus, où vous avez un effet, on est aussi à tribord, un effet déperlant. Donc c'est des choses qu'on va essayer de reproduire. Ce que je vous parlais tout à l'heure au niveau application avionique, c'est pareil, on en a entendu parler il y a quelques années sur les combinaisons des nageurs qui avaient un effet peau de requin pour améliorer la portance. C'est des choses aussi qu'on va utiliser, notamment ces motifs-là, pour réduire les effets de traînée au niveau avionique. Donc comment derrière, on fait ça. Nous, on va utiliser, ce que je disais tout à l'heure, des lasers. Alors, on va arriver à les focaliser sur des très très petites tailles, donc la dizaine de microns. Et on va utiliser des impulsions, alors désolé, on est un peu dans la science, des impulsions qui ont une durée de l'ordre de la centaine de millisecondes. Centaine de femtosecondes, désolé. Donc quand je fais ça avec mes doigts, c'est à peu près la centaine de millisecondes. Là, on est en train de parler de centaines de femtosecondes, donc c'est 10 moins 15 secondes. Donc c'est 1/1000 de milliardième de seconde. Donc c'est des impulsions très très brèves où on va déposer une énergie si intense qu'on va venir ablater la matière ou venir la perturber sans induire d'effet thermique. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir déstructurer la chimie, ni on ne va pas générer de carbonisation et d'effets délétères sur la matière. Donc en fonction, nous on a tout un panel de typologie de laser, où on est capable de faire des motifs à l'échelle de la dizaine, centaine de nanomètres. Donc c'est ce qu'on appelle le LIPS. Donc c'est vraiment l'interaction des ondes de surface entre le rayonnement laser et la matière. Vous voyez en bas à gauche. L'autre côté, on est capable de faire interférer des faisceaux laser. Bon, c'est des différentes configurations. On va plutôt faire des objets à l'échelle micrométrique. Et derrière, on est capable aussi de faire en utilisant d'autres lasers, d'aller sur des échelles de l'ordre du millimètre. Donc ce que vous voyez en bas à droite, c'est ce qu'on appelle chez nous le remodelage laser. Donc c'est pas de l'ablation ni rien, c'est juste qu'on joue avec le faisceau laser, on est en train de jouer avec le bain en fusion sur la matière. Et on est capable comme ça de faire des grands profils de forme. Typiquement, c'est ce que vous voyez en haut à droite. En haut à droite, on est venu faire du remodelage de matière pour les moules de catadioptres de voitures, par exemple. Donc quand vous voulez vraiment quelque chose de très diffusant et autre, en général, avant d'avoir le moule, votre verre de voiture en époxy, en plastique ou en polycarbonate par exemple, il faut faire un moule. Et le moule, on le fait directement au laser, on lui donne ces formes-là. Sur la slide suivante.
Voilà. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'utilisation concrète. Tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît, et peut-être même les deux, comme ça, je commenterai pour gagner du temps aussi les deux vidéos. Et peut-être là, ouais, tu peux, s'il n'y a pas le son, normalement, ça ne devrait pas gêner. Donc ce que vous allez voir à gauche, c'est un projet européen sur lequel on a fait de la texturation de surface pour rendre une surface qui était plus ou moins hydrophile, complètement hydrophobe. Donc à gauche, vous voyez la goutte d'eau qui tombe, donc avec un plan incliné, elle adhère un tout petit peu, et vous allez voir l'angle de contact. Donc il y a une certaine adhésion, et voilà, on va au microscope, on regarde. Et ce qu'on fait après, les petits carrés, à chaque fois, c'est différents types de texturation de surface. Et si vous regardez bien les gouttes, en fait, elles rebondissent complètement sur la matière. Donc c'est vraiment le matériau, il est le même. On a juste venu fonctionnaliser certaines parties de la matière. Et en fonction du motif, vous avez différents types de carrés. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Au début, on nous apporte une demande et nous, on va essayer de faire... Maintenant, on met des réseaux neuronaux pour anticiper certains résultats et certaines prédictions dans ce qu'on doit faire. Néanmoins, en fonction de la texturation de surface, on arrive complètement, vous voyez la goutte d'eau, complètement à rebondir sur la surface. Donc vous pouvez très bien la voir. Je donnerai un exemple tout à l'heure, que ce soit sur du métal ou sur des fibres textiles, on peut arriver à reproduire la même chose. Et ça, c'est parce qu'on a fait un motif véritablement à l'échelle micrométrique. Donc ça, c'est un petit carré. Vous allez dire, oui, mais quand on va faire des cadences ou texturer des textiles ou des ailes d'avion ou autre, eh bien derrière la vidéo que vous aviez à droite, si tu la relances, c'est les équipements que je vous ai montrés tout à l'heure en photo. Donc autant à gauche, on était, on va dire, une dizaine de minutes au début pour travailler sur des procédés pour faire ces texturations-là. Là, on arrive à faire on a développé un procédé roll-to-roll. Donc c'est vraiment le roll-to-roll, c'est le principe du rouleau imprimerie. Hein. Donc on fait défiler le film métallique et le laser vient texturer. Donc là, vous avez sur la droite, vous avez directement une pâte d'inox et un clinquant. Et vous voyez le laser travailler et venir texturer. Donc là, on arrive à faire des carrés, par exemple, de 20 cm par 20 cm en 20 secondes à peu près. Donc voilà, c'est les apports. On prend des lasers plus puissants, on prend des dispositifs de balayage de faisceaux laser encore plus rapides, et on met tout ça en œuvre pour augmenter le débit. Donc voilà, ça c'était les applications un petit peu de la vie concrète. Et dans ce qu'on doit parler un petit peu aujourd'hui, le premier cas d'usage, on est à nouveau chez Tribord. Donc là, c'est un projet européen sur lequel on est impliqué qui vient tout juste de débuter, qui consiste à venir texturer, donc faire cette fonctionnalisation de surface que je vous ai présentée tout à l'heure, directement sur des fibres textiles. Donc je ne rentrerai pas non plus dans trop de détails, parce que voilà, c'est un consortium qui est en cours. Néanmoins, je vous présente juste les objectifs du livrable. Le livrable, c'est la partie de droite. C'est à la fois associé au textile une partie hydrophobe, donc reproduire le format de la feuille de lotus. Donc vous avez une partie zoomée, où vous voyez les échelles de 30 micromètres. Donc voilà, c'est les motifs élémentaires à l'échelle micrométrique. C'est cette forme-là, si vous prenez une loupe et que vous regardez la feuille de lotus. Et en même temps, avoir un effet antibactérien. Et là, l'effet antibactérien, on s'est inspiré du fil de soie des araignées. Si vous regardez bien au niveau fil de soie des araignées, il n'y a jamais de bactéries ni de champignons qui se forment autour. Donc c'est un motif qui fait quelques microns de largeur de sillon. Et ça, c'est ce qu'on va venir imprégner directement sur les fibres textiles, telles qu'on pourrait avoir sur des fibres textiles de vêtements qu'on a à nos côtés. Et ce qu'on est en train de développer, nous, c'est le négatif. C'est-à-dire pour pouvoir imprégner ça sur le rouleau, il faut la géométrie inverse. Donc en ce moment, on est en train de préparer les moules pour pouvoir directement transférer ces motifs issus de la nature directement sur les fibres textiles. Et en plus, c'est des fibres textiles qui sont biosourcées. Donc voilà, donc on est véritablement dans un objectif d'économie circulaire et de zéro chimie à la fin. Ou, tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu avec Tribord, la réduction des PFAS, notamment des perfluorés. Sur l'autre exemple, donc là, plutôt une application au domaine maritime. Donc là, c'était un projet aussi régional qui consistait à évaluer la texturation laser pour un effet anti-foiling. Donc c'est anti-salissure. Donc en général, c'est les peintures que vous mettez sur les coques de bateau. Donc là, on est parti de résultats qui avaient été obtenus sur la texturation d'hydrolienne, un projet européen qui s'appelait le projet Nemo, qui consistait à venir s'inspirer du barbu, donc du poisson là. Et si vous le regardez, il a une structure
avec des petits motifs d'une vingtaine, 70 microns de longueur, hauteur de 20 microns et espacés d'une distance aussi d'une dizaine de microns. Et ça avait l'avantage effectivement d'éviter le développement aussi de bactéries ou que certaines espèces biologiques viennent adhérer à la surface. Donc sur le carré de droite, en fait, on a essayé de reproduire sur une éprouvette échantillon directement le motif du barbu. Et cette éprouvette-là a été immergée pendant 4 mois au sein du port, si tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, de Lège Cap Ferret, où ce que vous voyez, alors la troisième colonne, donc c'est il y a 4 échantillons, le troisième, donc à chaque fois c'est 3 colonnes par échantillon. Donc véritablement la pièce numéro 3, c'est en général les pièces de bateau standard avec la résine époxy qu'on applique dessus. Sur la gauche, la première, c'est une typologie d'antifouling utilisée, donc le racing commercialisé par Jotun, je ne sais pas comment on le prononce parce que je ne suis pas du tout du milieu si jamais vous l'êtes. Et le deuxième, c'est le Mare Nostrum, donc voilà, 2 antifouling avec des aspérités un tout petit peu différentes. L'un est plutôt dur et lisse, l'autre est un peu plus rugueux pour un effet autopolissant. Et on a comparé ça avec nous une pièce qui était texturée. Donc ce que vous voyez en fait, quel que soit l'antifoiling standard utilisé, eh ben, on voit une dégradation quand même, hein, que ce soit déjà. Donc si vous regardez la première colonne, c'est juste des zooms différents. Par contre, à chaque fois la deuxième et la troisième colonne, c'est dans le temps. Donc T1 c'est pour le premier mois après, T4 c'est après 4 mois. On voit quand même, malgré qu'il y ait un certain effet, le développement d'espèces biologiques sur la surface des coques de bateau. C'est pour ça qu'à chaque saison, de toute façon, il faut repréparer les coques. Ça altère. Ce que vous voyez sur la pièce 3 par rapport à 4, mais en fait, c'est que sans avoir fait de chimie, mais si vous regardez bien la dernière colonne des pièces texturées, on a quand même vachement réduit, en plus encore plus exalté à l'écran là, sur la troisième colonne du spécimen 3, on voit que tout est assez noirci. Et on voit quand même pas mal de clair sur notre échantillon texturé. C'est-à-dire que là, juste sur une démonstration de principe, on vient de démontrer qu'en fait, sans chimie, juste avec une bonne texturation de surface, un bon motif, on arrive à reproduire un effet de la nature qui évite l'adhésion de certaines espèces biologiques à la surface des coques de bateau. Il y a certaines, alors je ne me rappelle plus, c'est une société sur Nantes, aussi finlandaise, qui vend aussi de la texture des surfaces inspirées des oursins. Donc on aurait pu s'inspirer à peu près aussi de motifs d'oursins. On s'est inspiré plutôt du barbu parce que le bateau, sa bouche ne reste pas forcément à quai. Et on a voulu plutôt une structure qui soit compatible avec le dynamisme de la pénétration du bateau dans l'eau. Et on a montré aussi l'intérêt de ça, c'est que pour tout ce qui est biologie marine, il y avait quasi, parce qu'on était dans le bar d'erreur, mais zéro impact de toxicité aussi sur l'espèce marine. On va peut-être à la slide suivante. Et la slide de conclusion. Donc voilà. À nouveau, j'espère vous avoir un tout petit peu convaincu sur l'utilisation en fait, des technologies laser qui aujourd'hui, on essaie de mettre en œuvre dans plein d'applications. Donc, aujourd'hui, c'est un peu la boîte de Pandore. On ouvre et là, on n'a plus qu'à tirer. Il y a tellement d'applications qui nécessitent aujourd'hui de réduire la chimie, de réduire les déchets, qu'on essaie maintenant de répondre aux besoins et de démontrer l'efficacité de tel et tel procédé et le non-impact sur l'extérieur. Merci à vous tous. Même si, on l'a vu avec les premières présentations, mettre en œuvre une solution d'inspiration, on a souvent des freins techniques auxquels on est confronté assez vite et donc il y a besoin de faire pas mal de recherches pour aller au-delà. On a quand même de plus en plus de technos qui nous permettent d'aller à des échelles qui sont les échelles de la biologie pour aller imiter ces modèles biologiques. Et donc voilà, on a bon espoir qu'avec les années, on arrive de mieux en mieux à imiter les systèmes vivants grâce à ce type de techno qui va évoluer dans le temps. Donc nous, on a fait des premiers tests, donc ça avait donné une certaine conclusion. Donc là, c'était les résultats d'un projet de l'an dernier. Derrière, ça va dépendre vraiment du cas d'usage.
en fait. Donc, en fonction de votre matériau, donc là, on a fait sur la résine époxy. On avait peur que, vu qu'on travaillait sur le primaire d'accroche, que ça puisse relarguer certains composants aussi dans la nature. Donc là, on a démontré la non-toxicité sur ce point de vue-là. Derrière, après, il faut faire toujours des tests de vieillissement. Donc, désolé pour la réponse un petit peu de Normand, mais en fait, on a besoin de deux cas d'usage. Peut-être vous, sur directement les formes d'hélice ou autres, pour montrer la performance énergétique. Est-ce qu'on au niveau de l'hélice, on gagne en performance. Et derrière, c'est des évaluations. Donc, nous, c'est facile de texturer. Derrière, après, il faut évaluer, c'est dans le temps. D'accord. Merci. Donc, je me présente, Pierre-Gilles Point, ADI Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes l'agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce que je vais vous présenter, c'est en deux temps. Un premier temps sur l'agence et un deuxième temps sur le réseau Entreprise Europe Network auquel fait partie l'agence, et avec des possibilités aussi d'accompagnement des entreprises pour vos projets d'innovation. Donc, l'agence de développement, nous pouvons indiquer que notre raison d'être, bien sûr, c'est d'informer, connecter et accompagner les entreprises et les territoires avec la finalité de générer des impacts positifs durables pour les entreprises et les territoires. Et on est là au service des entreprises et on va s'arrêter là où ensuite des consultants, des prestataires, des centres techniques auront des offres commerciales. Donc on est vraiment entre les deux pour vous aider à faire avancer vos projets et à structurer votre stratégie. Donc notre positionnement, on est vraiment axé sur l'innovation au service des transitions, comme levier pour renforcer l'impact positif sur l'environnement, la société et les territoires. Pour ce faire, nous sommes une équipe de plus de 80 collaborateurs répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine, entre notre siège à Pessac, on est aussi présents à Poitiers, Limoges, La Rochelle, Pau, et moi je suis basé à Bidart, dans le Pays Basque. Et ce qu'on mène au quotidien, les compétences qu'on peut vous proposer pour innover, transformer et changer de modèle dans vos entreprises, c'est l'ingénierie et l'animation de projet. Vous aider à structurer, notamment pour les PME qui n'ont pas forcément l'habitude tous les jours de conduire des projets transverses. On va les aider à sécuriser ces projets-là d'innovation. On va vous apporter aussi des expertises techniques, notamment pour mes collègues du pôle filière qui sont spécialisés sur certaines filières. Donc, si vous avez des questions sur des thématiques, on peut vous aider. Et la plupart du temps, je dirais même pratiquement systématiquement, ça nous amène à vous mettre en relation qualifiée, quand vous n'avez pas les compétences en interne dans vos équipes, pour mener des projets notamment collaboratifs ou des relations clients-fournisseurs, et en particulier sur des sujets d'innovation. Et donc, on est au quotidien en train de mettre les gens en relation pour accélérer les projets. Ici, vous avez un petit résumé de l'offre qu'on propose aux entreprises. Donc je ne vais pas rentrer aujourd'hui en détail, parce qu'en plus je crois qu'on a pris un petit peu de retard, mais on est sur différentes briques d'offres entre réussir l'innovation, donc sécuriser un projet d'innovation. On va amener aussi les entreprises parfois à repenser la stratégie. Quand on nous appelle pour financer un projet d'innovation, on va questionner l'entreprise sur comment le projet s'inscrit dans une stratégie, et parfois la stratégie n'est pas là, donc on va aider l'entreprise à faire mûrir ces stratégies. Optimiser la performance, notamment via les programmes usines du futur de la région, par exemple. Et on nous appelle le plus souvent pour financer des projets, donc on connaît bien les dispositifs de financement et on a l'habitude de répondre qu'on n'a pas de chéquier à l'agence. En revanche, on va pouvoir orienter et faire mûrir les projets en fonction du niveau de maturité, aussi orienté vers les bons dispositifs. On va animer des collectifs aussi pour créer de la collaboration, créer des projets collaboratifs pour expérimenter des solutions nouvelles sur certaines filières. Nous animons aussi des accélérateurs régionaux en partenariat avec la région et l'ADEME et BPI, pour les PME, les ETI, et le nouveau aussi Horizon, l'accélérateur Horizon pour les petites PME, et avec une promotion qui va commencer bientôt en janvier de l'année prochaine sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc si vous êtes un des acteurs concernés, n'hésitez pas à revenir nous voir, on peut vous proposer ça. On a aussi des décryptages de tendances sur des filières émergentes, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. On a un service qui va accompagner les investisseurs étrangers pour s'implanter en Nouvelle-Aquitaine et trouver le meilleur territoire en Nouvelle-Aquitaine pour créer de l'emploi. On va mener aussi et aider à expérimenter des solutions sur certaines filières, par exemple, et promouvoir le territoire de Nouvelle-Aquitaine sur des salons professionnels, notamment sur des stands collectifs comme Polytech, comme d'autres stands professionnels, où on va pouvoir mettre en valeur les offres des PME régionales. Donc, comme vous l'avez compris, notre
nos objectifs sont d'aider les entreprises à valoriser leur potentiel d'innovation, aider les territoires à amplifier les dynamiques territoriales, puisqu'on voit bien que l'innovation, c'est souvent un sujet de coopération entre plusieurs acteurs, et quand ça se passe au niveau territoire, ça accélère beaucoup les transitions. Et donc, c'est le troisième pilier, notre troisième objectif, c'est d'aider et d'accélérer les transitions, notamment dans le cadre de la feuille de route Neoterra régionale. Alors, je fais un petit zoom et Léo, mon collègue Léo Bonamy, est dans la salle avec vous. Il fait partie du pôle filière chez ADI et notamment en particulier sur les transitions énergétiques et environnementales. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons un certain nombre de collègues qui sont spécialisés sur ces filières-là, qui sont émergentes, et on va animer les acteurs régionaux qui se rattachent à ces filières. Parfois, ils ne se connaissent pas tous, donc déjà on édite des cartographies pour que les gens se mettent en relation et puissent faire avancer les filières à l'échelle de la région, avec beaucoup d'événements. Et tout à l'heure, je parlerai dans l'agenda d'un futur événement sur le nautisme et le transport à la voile que Léo organise prochainement. Alors, si on revient au biomimétisme, la région Nouvelle-Aquitaine, et Maïder est dans la salle aussi de la région, Maïder pour en parler aussi, c'est l'investissement important de la région Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet du biomimétisme comme une opportunité d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Et notamment biomimétisme comme une méthode d'éco-conception, et donc avec un programme régional qui a été créé, qui est un programme ADEME Région porté par Soltena, et j'ai un petit slide après pour présenter plus en détail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, le biomimétisme est déjà une richesse académique avec toutes les universités présentes qui se sont saisies du sujet, des projets entrepreneuriaux, vous en avez vu quelques témoignages tout à l'heure, avec des secteurs forts qui sont représentés et qui font appel au biomimétisme comme éco-conception, le secteur des matériaux, de l'habitat, de l'agriculture, du marin. C'est un levier d'innovation au service des filières. C'est pour ça que nous sommes très intéressés aussi au sein de l'agence pour accompagner les entreprises à se saisir de ce levier d'innovation. Il y a plus de 400 acteurs qui ont été recensés. Alors, il y a eu un premier recensement en avril 2018. Vous avez la photo là de la publication de la région qui avait été faite avec le CBIOS et Verticolab, et je pense qu'il y a encore plus d'acteurs maintenant qui sont présents en Nouvelle-Aquitaine sur cette thématique. Il y a des sessions de sensibilisation aussi qui sont organisées via le groupe de travail que Maïder anime, et bien sûr la feuille de route Neoterra qui a fait du biomimétisme un des axes, un des leviers d'innovation pour les entreprises. Ce que je peux dire aussi, pourquoi moi, à titre personnel, je suis très intéressé par le biomimétisme. Je suis ingénieur de formation et l'éco-conception, ça m'intéresse. Donc au départ, c'était une entrée comme méthodologie d'éco-conception à part entière. Et il se trouve qu'au Pays Basque, la communauté de communes, la communauté d'agglo du Pays Basque est aussi très impliquée avec des acteurs comme la Chermanta de l'UPPA qui sont présents, et aussi des masterclass comme la masterclass biodiversité et biomimétisme en partenariat avec le CBIOS qui est organisé pour les entreprises. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment sur le Pays Basque, avec aussi un projet de pôle biomimétique marin qui est en gestation depuis quelques années, et on ne désespère pas de le voir émerger prochainement. Donc la région, je le disais, c'est fortement impliquée par le design aussi, par l'éco-conception. Il y a des aides de la région qui sont prévues pour vous donner accès à tout le conseil et aux centres de recherche qui sont axés sur ces méthodes et ces expertises. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir pour avoir plus de détails. Et notamment, comme le biomimétisme est une méthodologie d'éco-conception, on a un guichet unique en Nouvelle-Aquitaine d'un programme qui s'appelle BICOM, porté par Soltena avec le soutien des différents acteurs que vous avez ici en logo, qui vous permet d'avoir du conseil, notamment sur des aides publiques, mais aussi des mises en réseau, des ressources pour monter en compétences avec des webinaires, des thématiques. Et le biomimétisme en fait intégralement partie. Et je crois même qu'il y a des gens de Soltena dans la salle, donc ils pourront aussi répondre à vos questions. Et je voulais vous faire une petite ouverture parce qu'on a vu dans les témoignages des entreprises donc qu'il s'agissait de beaucoup de développement technique. Mais quand on commence à mettre le doigt dans les méthodes d'éco-conception et de biomimétisme,
très vite, on va interroger la stratégie d'entreprise et le biomimétisme peut aussi intervenir à ce niveau-là. Il y a des acteurs, il commence à y avoir de plus en plus de publications, comme par exemple celle de Paul Boulanger récemment, qui vient s'inspirer du vivant avec des principes qu'on retrouve dans le vivant qui permettent notamment de re-questionner les stratégies d'entreprise, ou bien Martin Serralta qui fait l'analogie des organismes vivants et des organisations industrielles, ou d'entreprises en tout cas, pour aider à la conduite du changement. Et donc c'est aussi des moyens d'inspiration pour amener à la transition dans les organisations. Et ça, on l'a vu encore récemment avec le Biomime Expo, qui est un salon annuel qui a eu lieu en juin dernier, sur laquelle la région aussi est présente avec le CBIOS. Et on voit de plus en plus d'acteurs qui sont prêts à vous accompagner, des consultants, des prestataires qui montent en compétences sur ces méthodes, sur ces innovations. Et il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont impactés, qui peuvent profiter de la valeur ajoutée de cette démarche-là d'inspiration du vivant à finalité de transition écologique. Donc c'est aussi ça, c'est de se dire que peut-être qu'au départ, on fait plutôt de la bio-inspiration et à force d'observer le vivant, on a envie de le protéger davantage et éventuellement de le régénérer et ça re-questionne complètement la stratégie d'entreprise. Donc par exemple, on pensait du transport à la voile pour les courses au large. Peut-être qu'à un moment donné, on va aussi parler comment on peut appliquer ces développements sur le transport maritime, sur des impacts qui sont encore plus à valeur ajoutée pour toute l'humanité et le reste du vivant. Et donc, ça me permet aussi de faire un petit pont avec un autre programme de la région, qui est un programme qui accompagne pour permettre aux entreprises de s'acculturer et d'expérimenter le modèle d'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors, je vais peut-être un petit peu vite dans les concepts d'un seul coup, mais l'idée, c'est quand on s'intéresse au vivant, on s'aperçoit que le vivant est un sujet de fonctionnalité. On va regarder quelles sont les fonctionnalités par rapport à des environnements, à des contraintes, et quelles fonctionnalités on veut apporter. Et dans le vivant, on s'aperçoit que c'est souvent multifonctionnel. Un développement issu du vivant a plusieurs fonctionnalités. Et c'est un petit peu la même chose quand on regarde des modèles d'affaires de la fonctionnalité. On va regarder des fonctionnalités d'usage et on va viser à avoir des réponses qui soient synergiques, alors qui va répondre à plusieurs besoins à la fois, comme dans le vivant. Et donc cette réflexion-là, et d'ailleurs tout à l'heure je vous citais Paul Boulanger, c'est un des consultants qui intervient sur ce parcours-là, sur cette économie de la fonctionnalité et qui amène de la coopération comme dans le vivant aussi. Donc ça, on pourra aussi revenir, je vais être très très vite, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir dessus. C'est un programme sur un an avec une journée par mois à peu près en moyenne, qui vous permet d'explorer, d'expérimenter ces modèles économiques innovants qui visent à s'intéresser à l'usage des produits plutôt qu'à la vente des produits. Je ne sais pas si je suis très très clair, mais n'hésitez pas à me poser des questions ensuite. Et là, j'arrive sur la deuxième partie de ma présentation. ADI est membre du réseau qui s'appelle Enterprise Europe Network. C'est un réseau de la Commission européenne pour aider les entreprises dans leur développement et dans leur résilience. Un réseau de plus de 4000 professionnels avec 600 structures partenaires dans plus de 65 pays européens, mais pas seulement, sur toute la planète. Ici, nous sommes membres du consortium qui regroupe le sud-ouest de la France avec la CCI Nouvelle-Aquitaine et CCI Occitanie. Et les consultants d'ADI, CCI Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont à votre disposition pour vous mettre en connexion avec nos équivalents dans les autres pays membres du réseau, avec des clusters, des chambres de commerce, différents organismes qui accompagnent aussi les entreprises. Et nous sommes regroupés, pour certains d'entre nous, par groupe sectoriel. Et notamment, il y en a un qui peut vous intéresser, c'est celui des industries et services maritimes. Donc là, les experts de ces structures d'accompagnement se regroupent régulièrement et échangent, essayent de favoriser les projets collaboratifs à l'échelle européenne et au-delà, pour notamment de la R&D, mais aussi du business et du développement technologique. Et ce réseau nous permet, nous, accompagnateurs, de vous proposer tout un catalogue de services allant de la réglementation européenne, donc partenariats transnationaux, sur l'innovation également, structurer et sécuriser vos innovations, la recherche de financement européenne notamment, avec aussi des briques transversales sur la résilience, la transition numérique, la transition environnementale, qui sont les objectifs de la Commission européenne. Et je voulais faire un petit zoom sur deux services en particulier, ce sont les partenariats transnationaux. Donc nous avons accès à une base de données auquel vous pouvez aussi avoir accès en ligne,
qui vous permet de rechercher des partenaires de fournisseurs ou clients sur du business ou du transfert de technologie. Si vous avez une technologie à proposer ou si vous recherchez une techno en particulier, on peut avoir accès à la base et vous mettre en relation et faire des recherches de profil. Et également sur des appels à projets collaboratifs. Donc ça, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur le sujet du biomimétisme, récemment, j'ai pu mettre en connexion un centre techno de Nouvelle-Aquitaine qui était intéressé par cette recherche écossaise sur de la fabrication de films biopolymères pour de l'emballage dans l'agroalimentaire, par exemple. Donc là, pour monter un programme R&D, EIC Pathfinder, donc c'est sur le programme Horizon. Et d'ailleurs, l'entreprise écossaise cherchait 2 types de partenaires. Donc ça peut être des choses qu'on peut vous proposer si vous avez des programmes européens sur lesquels vous voulez rentrer et vous recherchez des partenaires. On peut vous aider à les trouver à l'échelle européenne. Et inversement, vous pouvez faire de la veille aussi pour savoir quels sont les acteurs qui recherchent des partenaires dans vos secteurs et vous proposer de compléter ces consortiums. Là, je vous ai mis d'autres exemples de recherche de partenaires spécifiques au secteur naval. Donc, on peut mettre en place aussi des veilles pour vous sur certains mots-clés. Donc là, sur la partie gauche de l'écran, c'est surtout sur de la R&D. Et sur la partie droite, c'est quelques exemples d'offres clients-fournisseurs. Par exemple, un chantier naval finlandais qui cherche des nouveaux sous-traitants ou fournisseurs sur certaines thématiques. Donc, si ça vous intéresse, on peut avoir plus de détails. Un autre cas aussi, en bas à gauche, une municipalité turque qui propose d'être coordinateur d'un programme européen pour expérimenter des solutions innovantes sur le Bosphore, en termes de pollution marine, par exemple. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont publiées régulièrement et auxquelles vous avez accès via le réseau. J'avais mis l'adresse du site web, c'est celui-ci. Et après que vous arrivez sur la page ici, vous allez dans les opportunités de partenariat qui est ici. Et vous pouvez faire votre propre veille. Et si une recherche vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On est une dizaine au sein de l'agence ADI à être membre du réseau et pouvoir vous mettre en relation. Une autre façon aussi de créer des opportunités de programmes collaboratifs ou de business, ce sont les conventions d'affaires que le réseau organise sur les salons professionnels, en marge des salons professionnels, et des missions d'études dans des pays comme le Japon ou d'autres sur des thématiques particulières. Et ça aussi, vous pouvez avoir accès à tous les événements. Il y a un agenda d'événements sur le même site que tout à l'heure, dans l'onglet Event. Donc ici, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui ont eu lieu récemment. Par exemple, Marie Match Europort, qui a eu lieu à Istanbul le mois dernier, en octobre. Il y en avait un autre également à Hambourg. Et puis également en France, plus près de chez nous, InnoSail, je crois que c'était en Bretagne. Et également à Saint-Nazaire, le Win for Goods. Donc tous ces événements, ce sont des salons professionnels en marge desquels le réseau organise des conventions d'affaires qui vous permettent de préparer des rendez-vous B2B en amont via la plateforme. Et sur ces plateformes, souvent, il y a une marketplace, donc ça vous permet aussi de faire de la veille sur les thématiques qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous prévoyez de participer à un salon international. Il y a souvent, des conventions d'affaires qui vous permettent de préparer vos rendez-vous en amont et de les rendre plus efficaces. Voilà. Donc nous avons aussi à l'échelle du Sud-Ouest un site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver des informations avec une newsletter pour vous abonner. On diffuse de l'info régulièrement, des retours d'expérience d'entreprises qui participent à des programmes européens par exemple. L'agenda des différents événements qui sont sélectionnés en fonction des thématiques qui intéressent nos entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Je voulais peut-être revenir aussi, tout à l'heure j'ai entendu Madintech qui parlait de synchronisation haute fréquence par rapport à des données. Ça m'a fait penser à un profil que j'avais poussé à une entreprise du Pays Basque. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'était une entreprise allemande pour un programme R&D qui cherchait des partenaires pour trouver des cas d'application sur une techno qu'ils avaient développée de synchronisation très haute fréquence de 10 à 100 GHz. Donc par exemple, si j'avais connu Madintech davantage, j'aurais pu vous pousser la recherche de partenaires à ce moment-là. En tout cas, je suis à votre disposition. C'est aussi de la veille, même si le projet, c'est trop tard. En tout cas, ça vous permet d'identifier des acteurs qui sont en pointe sur ces domaines. Un petit focus agenda sur les semaines qui viennent.
donc Léo dans la salle, Léo Bonamy organise le 18 novembre à la Cité du Vin à Bordeaux un événement dédié à la propulsion des navires par le vent. Donc ça, je pense que vous êtes déjà tous au courant dans la salle. Si ce n'est pas le cas, c'est fait. Également aussi un événement très important à l'échelle de la région, le festival Néoterra, sur lequel, par exemple, l'agence présentera le catalogue des solutions pour les transitions, donc ce qui a lieu à Darwin à Bordeaux du 28 au 30 novembre. Et en parallèle de ce salon, nous organisons aussi le Néo Business qui vous permet de prendre des rendez-vous B2B avec des acheteurs de grands groupes et différentes conférences, événements. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de ces événements-là pour voir le programme qui est très riche. Et également, alors je ne sais pas si ça vous concerne directement, mais le transport fluvial aussi organise à Agen en janvier prochain un événement qui est relié sur le site de l'agence adi-ena.fr. On a un agenda avec tous ces événements qu'on relaie à l'échelle régionale. Donc n'hésitez pas à en faire un tour régulièrement pour faire avancer vos projets. Voilà. Et enfin, je conclus donc ce que j'ai abordé très rapidement tout à l'heure. Donc, l'Agence de développement et d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes une association, loi 1901, financée par la région et des fonds européens, mais aussi par les adhérents, les entreprises que nous accompagnons et les entreprises néo-aquitaines peuvent tout à fait participer à la vie de l'association et adhérer. Et en ce moment, d'ailleurs, si vous adhérez avant la fin de l'année, vous bénéficierez du tarif 2024 pour l'adhésion 2025. Voilà, donc nous sommes à votre disposition. Là, je vous ai mis quelques collègues qui sont en lien avec les thématiques qui vous intéressent et sur les territoires de La Rochelle, notamment avec Léo et ma collègue Maria, ou des programmes européens comme moi, ou bien Christophe Raoult, qui ne pouvait pas se joindre à vous, qui vous prie de s'excuser, qui est dans la même filière, dans le même pôle que mon collègue Léo sur les transitions environnementales. Je ne sais pas si c'était très clair, si vous avez bien entendu, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Pierre-Gilles, on t'a très bien entendu, et pour moi c'était clair, pour l'Assemblée je ne sais pas. Ça va, vous avez encore un petit peu d'énergie? N'hésitez pas à vous lever pour vous dégourdir les jambes si besoin. On a encore une dernière intervention. Si ça va à tout le monde, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on fasse la partie échange-questions juste après. Et comme ça, voilà, on prendra le temps qui nous reste pour ça. Bonjour Pierre. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Williams, je suis directeur de l'innovation du groupe SICAM. Et je vais essayer de vous raconter une petite histoire sur la création d'un nouveau connecteur électrique qui est inspiré de la mâchoire de serpent, donc inspiration biomimétique. Un petit mot d'abord au sujet du groupe SICAM. Le groupe SICAM, c'est une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, dans le domaine de l'énergie. Nous fabriquons des produits, des accessoires de raccordement pour les réseaux de transport. Donc, c'est la très haute tension, la distribution, moyenne et basse tension, les énergies renouvelables, l'électromobilité et l'industrie. Le groupe SICAM, c'est 54 PME. Il a été créé en 1955, mais certaines sociétés datent de la fin du 19e. Et on fait partie des leaders dans le domaine de la connectique électrique pour les infrastructures. Alors, vous le savez tous, la transition énergétique, ça nous amène tout un lot de défis, pas que techniques, mais il y a également des défis techniques. Et nous, dans le domaine des fermes solaires, pour le raccordement, on a rencontré un vrai défi technique, c'est le raccordement sur des câbles électriques dont les gaines, donc les gaines, c'est la partie que vous voyez là en noir, isolante du câble, est très très épaisse. On est sur des câbles double isolation, double épaisseur, et on est sur des épaisseurs au rayon qui peuvent aller à plus de 7 mm. Et cette caractéristique technique nous a posé des gros problèmes parce que on développe des connecteurs à perforation d'isolant, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, qui permettent, sans dénudage du câble, de venir faire un raccordement électrique et une dérivation. Donc là, en l'occurrence, on a une architecture électrique qui
permet de raccorder les strings des panneaux, donc les différents panneaux solaires qui sont en chaîne, à un bus, à un gros câble DC. C'est l'histoire des petites rivières qui vont dans la plus grosse, dans le fleuve. Donc on a sur la ferme solaire, vous imaginez un bus DC, un plus et un moins qui court le long de la ferme jusqu'aux onduleurs. Et ces raccordements électriques, on les fait par perforation d'isolant, qui est une technique qui permet d'éviter le dénudage et d'avoir une très bonne qualité électrique. Donc cette problématique d'épaisseur nous a quelque part obligés à reconcevoir complètement le principe de perforation d'isolant que SICAM a développé depuis plus de 30 ans, parce que les systèmes actuels étaient en limite de capacité. On fait un connecteur qui doit durer dans le temps, 30-40 ans, avec un niveau de perte technique, de perte en joules, qui est très stable, qui ne se dégrade pas dans le temps. Donc, la première phase en fait de développement de ce connecteur, et en même temps on aborde un peu la méthodologie qu'on a appliquée avec le CBIOS pour cette partie biomimétique, c'est l'analyse fonctionnelle. Donc ça c'est très connu des ingénieurs, on a listé les fonctions clés qu'on voulait adresser. Il y en a bien sûr d'autres sur un connecteur, mais celles qu'on a adressées avec le CBIOS, c'est transpercer efficacement donc l'épaisseur de gaine isolante de la gaine, établir un contact électrique, et puis garantir ce contact dans le temps. Ça, c'est la première phase de travail de cette méthodologie, qui est une méthodologie en 8, où on part du besoin qu'on transcrit en analyse fonctionnelle. Une fois qu'on a fait cette analyse, on passe en fait à la recherche des modèles biologiques qui sont similaires, qui se rapprochent des fonctions que j'ai citées précédemment. Donc, par exemple, la perforation. Donc, avec le CBIOS, on a fait des ateliers, ça s'est fait sur un peu plus de 6 mois, en 2021, pour analyser les modèles biologiques qui pouvaient être compatibles, intéressants dans notre cas. Et on est abouti à peu près 8 fiches idées, fiches techniques, parmi lesquelles la mâchoire de serpent, qui a plusieurs intérêts, qui permet un serrage mécanique très puissant, et qui peut aussi, au passage, permettre une injection de venin. On n'a pas retenu cette fonction-là, même si elle est intéressante, mais elle est difficile d'application dans les câbles électriques. Le choix de ce modèle biologique, en fait, il a été très intéressant et il nous a donné des résultats honnêtement inattendus quand on a poussé plus loin le développement. Donc, l'histoire, on est confronté à un défi technique, à des épaisseurs de gaine d'isolant très importantes, de capes très importantes. On commence à avoir du mal avec les produits existants à avoir un bon connecteur, un connecteur qui répond sur toute la gamme. On travaille avec le CBIOS au travers d'ateliers en 2021, fait une liste de fiches idées, et puis pour être très honnête, il y a un trou. En 2022, on finit ces ateliers et il se passe un peu de quelques mois et fin 2022, début 2023, la directrice technique demande à une équipe d'ingénieurs de développer ce connecteur pour les fermes solaires. Et il se trouve que dans l'équipe projet, il y avait des personnes qui avaient participé aux ateliers. Donc, ils utilisent les fiches idées qu'on avait vues et établies avec le CBIOS. Et on développe en fait ce nouveau connecteur, donc complètement inspiré, on voit la similitude de la mâchoire de serpent. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on est sur un connecteur avec une rotation, et à l'intérieur, ça doit être difficilement visible, mais il y a une série de dents qui permettent la perforation
du conducteur. On est sur un outil qui est très simple d'utilisation, hein, puisque on le raccorde simplement avec une clé à cliquer ou une clé à choc, et on vient casser une vis fusible, ce qui nous permet au passage de... Donc là, vous voyez, si vous distinguez un peu, la tête fusible est ici, on vient la casser mécaniquement, ce qui permet d'assurer un serrage, une perforation optimale. On casse ou couple et on est sûr de la qualité du contact électrique. Donc, on a, après les premières phases de prototypage, fait une étude en simulation numérique de ce connecteur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une très très bonne répartition des efforts, très homogène. On avait, contrairement aux précédentes conceptions, précédents design, quasiment aucun point de contrainte élevée, de concentration de contraintes. Vous voyez, il n'y a pas de point rouge, ou quasiment aucun sur les images qu'on projette. Et ça permet en fait d'assurer que dans le temps, avec les cyclages thermiques qui sont dus au passage de courant, et puis également à l'environnement, hein, chaud-froid, on maintient complètement la tenue mécanique. Il n'y a pas de relaxation, de relâchement des efforts, et on a une très très bonne stabilité du contact électrique. Donc cette nouvelle conception nous a permis de faire une économie de matière plastique et cuivre de l'ordre de 25%. Pardon, d'avoir un connecteur qui est plus rapide en mise en œuvre. Hein, on est sur moins d'une minute hein, pour réaliser le contact. On met en place le câble. L'ajustement se fait très très facilement. On peut faire un préajustement comme ça. On vient serrer ici à la main et puis après avec la clé à cliquer. Et on a un contact qui est stable pour 40 ans. Et on arrive à perforer des gaines très importantes. Donc, la conclusion, en fait, hein, c'est, vous voyez là un éclaté du produit, on est sur une vingtaine de pièces à peu près, c'est qu'on a réussi, avec l'aide, le support du CBIOS et cette méthodologie, hein, parce qu'il y a une vraie méthodologie inspirée pour le biomimétisme, de concevoir un nouveau connecteur, qui permet de gagner en temps d'installation, gagner en matière, hein, je parlais de 25%, en performance, puisque les pertes techniques qui sont dues au point de contact sont réduites, et sans aucune maintenance. Donc les résultats sont très très positifs. Ce connecteur, il est en fin de phase de certification, hein, donc on est quand même sur des temps longs hein, dans les développements de connecteurs, parce que c'est des produits justement qui sont mis sur les réseaux pour une grande durée. On finit les tests de laboratoire avec des certifications sur cette année et le produit va être commercialisé en 2025 pour les fermes solaires et pas aider à la transition énergétique. Et j'en ai terminé pour cette présentation, peut-être un peu rapide, mais l'idée c'est, je pense, de laisser du temps aux questions. J'en profite pour prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a des mains qui se sont levées dans la salle. Pierre, on s'est rencontrés à Biomiméexpo et vous nous avez expliqué justement comment vous étiez arrivé à amener le biomimétisme dans l'entreprise. C'était intéressant. Je crois que ça venait de votre client ou d'autres fournisseurs. Comment se sont passées les premières étapes, les toutes premières étapes, comment vous avez fait pour mobiliser vos collègues? Alors, la toute première étape, en fait, effectivement, merci de poser la question, c'est RTE qui est assez... donc, RTE, c'est l'opérateur de gestion de réseaux de transport électrique en France. On connaît bien EDF, fournisseur d'électricité. Il y a Enedis qui s'occupe des réseaux de distribution, et RTE des réseaux de transport. Et RTE a eu cette initiative d'inviter des fournisseurs très variés, un pack industriel, à une session de formation qui était opérée par le CBIOS et puis l'Institut des futurs souhaitables. Et moi, en tant qu'innovation, je me suis retrouvé invité un peu de fait. C'est mon président qui m'a dit « Pierre, tu fais de l'innovation, tu vas y aller ». Je connaissais rien du tout. Ça, c'est en 2019. Formation très intéressante qui permet d'ouvrir pas mal de choses et de chakras. Et
on a adhéré au CBIOS et puis on s'est posé des questions avec les équipes du CBIOS, comment on pouvait appliquer ça. Et en fait, on a eu l'idée de mettre en place ces ateliers en sachant que, comme je vous l'ai dit au départ, on n'était pas parti sur développer le connecteur pour les fermes solaires. On voulait en fait reconcevoir complètement un produit vraiment éculé, un produit développé depuis plus de 30 ans, où j'avais préalablement assisté à des réunions de brainstorming dont rien n'était sorti parce que tout le monde pensait qu'on avait fait le tour de tout, ce qui arrive. Hein. Et donc, le fait déclencheur, ça a été vraiment de créer ces ateliers et de prendre le temps. Hein. Donc, il y a un effet quand même de temps pour nous qui est pas négligeable, qui nous a permis d'étudier un nouveau système et d'aller jusqu'à du prototypage et puis après un développement industriel. Merci. Donc une personne formée, en l'occurrence c'était moi, un peu qui pousse après, initiateur, et dans le choix des ateliers, bien sûr, une sélection très importante de personnes créatives qui vont... Alors, quand vous mettez des personnes autour du table sur des ateliers en biomimétisme, généralement tout le monde est intéressé. Hein. On était 8, j'ai eu personne qui faisait la thèse ou qui, on va dire, qui s'embêtait. Au contraire, le vivant, ça motive et ça intéresse tout le monde. Après, il faut quand même choisir un panel de personnes qui vont être un peu, comment on pourrait dire, pushy, qui vont vouloir innover, qui vont être créatifs. Merci beaucoup. Donc, tu as bien mis en avant les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé, l'importance de la constitution de l'équipe et du mode volontaire de certaines personnalités. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants, des questions ou des remarques, ou peut-être des appréhensions si jamais vous envisagiez de mettre en œuvre un projet de biomimétisme? Quels sont les freins auxquels vous pensez, auxquels vous seriez confrontés, ou peut-être des retours d'expérience si vous avez déjà expérimenté? Ouais. Bonjour, Didier Duquesne, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Pierre, j'ai une question pour vous. Est-ce que... Pardon? Pierre, vous m'entendez? Non. Je prête l'oreille. Ah, j'essaie de parler plus près du micro. Est-ce que vous envisagez d'utiliser la méthode pour concevoir d'autres produits ou améliorer d'autres produits prochainement? Oui. Alors, toujours avec cette idée on a comme toute entreprise, toute une série de projets dans le portefeuille, de projets de développement. Il faut travailler un peu en amont. Donc, on a plusieurs zones identifiées. Une qu'on n'a pas eu le temps de creuser, qui est l'amélioration de la cinétique et des formes des dents pour la perforation. Et là, on a des pistes, mais il faudrait qu'on arrive à... Il y a une partie financement aussi, hein, pour être concret, direct. On cherche aussi un financement sur ce projet de recherche. Et le deuxième, qui me paraît très intéressant et qui est lié à ce que le CETIM et Alphanov ont présenté, le CETIM avant, je pense à la Biomime Expo, c'est la fonctionnalisation des surfaces pour réduire la partie salissure sur des panneaux. Merci Pierre. D'autres questions dans la salle? Oui. Est-ce que vous voulez bien poser votre question près de l'ordinateur? Ok. Merci. Bonjour. Une question pour Bluenav. Pourquoi s'est inspiré des baleines pour les hélices et pas d'un autre animal? C'est une question piège. Il y a tellement de choix dans la nature que de toute façon, on est toujours d'une certaine façon arbitraire. La nage des baleines fait partie des animaux, les baleines font partie des animaux fascinants, donc ils nous sont vite venus à l'idée. Je ne sais pas te répondre de façon réellement objective.
Au hasard de nos idées, on est venu vers ça, on a essayé, on a fait des premières expérimentations, qu'on donné les résultats, on a poursuivi cette voie-là. Peut-être que si demain on recommence exactement la même démarche avec les dauphins ou avec les requins, on aura aussi des résultats. Je ne sais pas très bon. Il n'y a pas de question. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose, un complément, un conseil peut-être ? Moi, je trouve très intéressante la réponse. Hein. On voit que SICAM a utilisé quelque chose, une méthodologie hein, avec le support du CBIOS. Il y a aussi, et c'est super intéressant, l'inspiration. C'est comme le train japonais. Hein, c'est un passionné, un ingénieur japonais passionné des oiseaux qui a eu l'idée d'appliquer la morphologie du martin pêcheur. Et moi, ma recommandation, c'est d'essayer de faire des pilotes d'époque en prenant un focus sur un produit, une fonction, et puis de se faire accompagner. Hein, l'ADI a présenté ses programmes, le CBIOS est, je pense, un bon partenaire pour aider. Il y a une dimension que je n'ai pas précisée qui est très importante. SICAM, c'est des ingénieurs électriciens et beaucoup de mécaniciens. Parce que pour faire du bon contact électrique, on a d'abord des mécaniciens. Nous, on n'a pas d'ingénieurs en biologie, en chimie, dans d'autres domaines. Et le fait de travailler avec le CBIOS, en l'occurrence, ça nous a amené ces compétences, ces connaissances qu'on n'a pas. Et c'est doublement intéressant parce que ça émerveille un peu tout le monde. On sort un peu de son contexte habituel. Hein, on fait du contact électrique, de la mécanique, de la RDM. On voit d'autres choses et forcément, ça ouvre de nouvelles opportunités. Donc, on a une autre question. J'ai une question, j'ai aussi une remarque. La question, c'est, j'ai été surpris par la réponse du coût élevé du propulseur, enfin moi je parlais de propulseur d'étrave, mais finalement on a un moteur qui semble relativement simple, vachement adapté, fluide. Pourquoi c'est beaucoup plus cher qu'une hélice en bronze, quoi, etc. Très banal. Ce que font les autres a toujours l'air simple, mais quand vous regardez de près, c'est toujours plus compliqué que ça n'en a l'air. Bon, je me contenterai de cette réponse, d'accord. Et sinon, mais je suis surpris quand même. Sinon, c'est plus une remarque. Moi, je m'intéresse beaucoup au biomimétisme depuis très longtemps. J'ai suivi pas mal de conférences sur ça. Il y a ChatGPT ou autres qui viennent d'arriver. Et quand on regarde comment on peut faire un connecteur en s'inspirant de la mâchoire de serpent, ou quelles sont les 10 innovations les plus fortes que tu ferais à partir du biomimétisme, je trouve les réponses extrêmement pertinentes. Et je me dis, il faut aussi... Je n'ai pas entendu la fin. Qu'est-ce qu'ils disent, ChatGPT ? Alors, je dis, il y a tout le raisonnement classique, biomimétisme, etc. Mais je pense qu'il y a un nouvel outil qui arrive extrêmement puissant, c'est toute l'intelligence artificielle et qui va prendre une puissance énorme dans les temps à venir. Je me suis amusé à poser la question, par exemple, quelles sont les 10 préconisations que tu ferais en termes de biomimétisme pour l'environnement marin ? Et forcément, les réponses ne sont pas parfaites, mais c'est vachement inspirant. Et j'ai posé la question aussi, comment tu t'inspirais de la mâchoire de serpent pour faire des connecteurs qui traversent ce plastique ? Je trouve que les réponses sont proches de ce que j'ai entendu. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment, enfin, que j'utilise dans plein d'autres domaines, mais utiliser l'intelligence artificielle aussi dans ces domaines, c'est un complément qui me paraît vachement intéressant. C'était juste une remarque pour cette partie-là. Merci. Intéressant. Je crois que Juliette il y a un programme au CBIOS sur l'IA pour aider au biomimétisme. Oui, tout à fait. Merci pour cette remarque. Et effectivement, il y a de plus en plus de programmes qui accompagnent le biomiméticien, donc la personne qui va fouiller la donnée biologiste pour trouver des réponses qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Et donc, ça va permettre d'accélérer le screening de la bibliographie scientifique et de faire des recommandations, de formuler des principes inspirants qui sont compréhensibles facilement par des ingénieurs techniques, par exemple, pour pouvoir innover. Un gros merci encore à la Nouvelle-Aquitaine et à l'Atlantic Cluster ainsi qu'à Tribord pour leur accueil. Et merci à vous pour votre présence et votre attention.